Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, on va aborder un sujet un peu délicat qui est celui de la traque furtive ou en anglais du stalking de correspondance ADN. J'aimerais par contre aborder cette vidéo-là sous des angles différents, donc entre autres que le fait d'avoir de l'information sur les gens, sur ses proches ou même sur de parfaits inconnus en fait, a toujours été notamment dans les carnets mondains des anciens journaux. Et aussi mettre ça en contexte avec les changements au niveau là, des gens qui sont de plus en plus athées et qui se marient de moins en moins. Donc, je vais quand même apporter un éclairage, là, mettre ça en perspective un peu dans cette vidéo-ci, parce que j'avais déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente, qui était celui de que faire lorsqu'une correspondance ADN n'a pas d'arbre généalogique. Donc, j'avais abordé notamment là, les réseaux sociaux. Par contre, je vais tout de même apporter un nouvel éclairage et apporter plus de détails sur cette pratique-là que de nombreux généalogistes vont peut-être pas se vanter de faire, mais qu'une grande majorité font tout de même afin de compléter les arbres généalogiques. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la traque furtive? Comme je disais, ça provient du terme anglais stalking. En anglais, il y a une connotation très négative à ça, en fait. Là. Il y a des notions de harcèlement, d'intimidation, tout ça. Donc, la traque furtive, là, pour ce qui est de la généalogie, comme j'ai inscrit ici, on devrait exclure toute notion de harcèlement ou d'intimidation. Donc, en fait, une collecte d'informations, là, de faire une traque furtive, par définition, effectivement, c'est non consenti parce que c'est souvent non divulgué. C'est pour ça que j'aime dans le terme francophone le mot furtif, parce qu'effectivement, c'est une traque furtive, donc la personne n'est pas au courant qu'on cherche des informations sur elle nécessairement. Par contre, il faut pas que ça tombe justement dans les pratiques négatives, donc on ne devrait pas effectuer cette traque-là de façon nuisible ou menaçante ou même intrusive. J'ai mis un petit point d'interrogation ici parce que intrusif, si on se fie à la définition du dictionnaire, en fait, est-ce qu'on est des intrus dans la vie ou dans les informations d'une personne? Bon, on peut dire que c'est un peu intrusif à ce niveau-là, mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait pas être harcelant ou avoir vraiment un caractère de quelqu'un qui veut ouvrir des portes qui sont fermées. Je vais rentrer dans le détail un peu plus, là, mais en fait, la traque furtive, là, à mon sens, devrait se limiter à ce qui est disponible publiquement. Donc, c'est pour ça que intrusif, je mets un petit point d'interrogation parce que non, c'est peut-être pas consenti par la personne, c'est non divulgué, c'est furtif, mais il n'y a pas de piratage, là, comme je dis là-dedans, ou d'essayer d'avoir accès à des choses que normalement, publiquement, on n'aurait pas déjà accès. Donc, en fait, les infos personnelles, là, pour mettre un peu en perspective, là, les infos personnelles n'ont jamais vraiment été personnelles et la divulgation de celles-ci via d'autres canaux ont toujours existé historiquement. Donc, entre autres, on peut penser aux avis de décès, qu'il y a énormément d'informations sur les avis de décès. Non seulement la personne qui est décédée, la date exacte de son décès, souvent son âge ou même l'année de sa naissance au minimum. Souvent, il y a son épouse ou son époux, les enfants qui ont eu, souvent les parents de la personne. Donc, déjà, avec un avis de décès qui est complètement public, il y a énormément d'informations sur un tas de personnes, souvent sur 3 générations. Aussi, les avis de mariage ou d'union civile. On l'oublie, là, mais se marier, c'est quelque chose de public. Et même au Québec, il y a même une loi qui oblige les futurs époux ou conjoints d'union civile à faire connaître publiquement leur intention de se marier. Donc ça, c'est dans la loi. Donc même si c'est pas un mariage religieux et que c'est simplement une union civile, faut quand même, du moins au Québec, là, le faire paraître publiquement là, dans des souvent le célébrant ou le notaire qui va s'occuper de ça. Ça dit aussi que tout avis de mariage ou d'union civile doit être publié sur le site internet du directeur de l'État civil pendant 20 jours. Donc, c'est un autre exemple d'information qu'on croit être intime ou confidentielle, mais que par la loi, en fait, c'est obligé d'être public. Et ensuite, les rôles d'évaluation foncière, de taxation. Encore une fois, du moins au Québec, là, je me suis pas informé en Europe, mais je présume que ça doit être similaire. Mais en tout cas, au Québec, on peut avoir le nom de la personne qui habite en face de nous. En tout cas, peut-être pas la personne qui habite, mais le propriétaire de tous nos voisins dans le quartier, tout à fait gratuitement.
on accède au rôle d'évaluation et de taxation, et là-dessus, il y a la valeur de la maison, il y a le nom de la personne qui la possède, et encore une fois, c'est tout à fait gratuit. Là. Parfois, il y a quelques sites qui vont demander soit de remplir de cocher une petite case comme qu'on n'est pas un robot, là. Mais si on peut simplement prouver là, qu'on n'est pas un robot et qu'on veut accéder à ça, mais c'est tout à fait gratuit. Et enfin, articles de journaux, donc carnet mondain, comme je montrais en introduction. Il y a plusieurs exemples fascinants, là, si vous ne saviez pas. À l'époque, il y avait justement la rubrique de carnet mondain des journaux. Et dans ce genre de carnet mondain-là, ici, on a un exemple en 1942. Carnet mondain, un exemple de ce qu'on peut retrouver là-dedans. Monsieur et Madame Lionel Lavigne. En fait, on se rappelle aussi que même en 1942, le nom de la femme, une fois qu'elle était mariée, perdait son prénom, si on peut dire, et son nom de famille. Donc, Monsieur et Madame, et c'est exclusivement le nom de l'époux. Monsieur et Madame Lionel Lavigne de Sudbury sont en visite chez leurs parents de Lavigne. Monsieur et Madame Rémus d'Andereau de Trois-Rivières, Monsieur et Madame Charles-Édouard Deslauriers. Donc, ça parle de trucs aussi banals que de rendre visite à sa famille. Mais c'était dans le journal. Donc, c'est très comparable à si on regarde les réseaux sociaux comme Facebook, où est-ce que les gens disent « Ah, je reviens d'un week-end exceptionnel à tel endroit avec telle personne, les gens vont liker ça. » Donc, si vous croyez que c'est du stalking d'aller voir ça, ce que les gens font, mais dites-vous qu'en 1942 et avant, il y avait des rubriques dans le journal pour dire tel monsieur, telle madame sont allés en visite chez telle autre personne, telle ville. Ici, c'est un décès qu'il y a eu. Donc, monsieur Cuthbert Lafrenière de Sudbury a été appelé d'urgence auprès de son fils Georges Lafrenière qui a succombé à tel hôpital. Donc, il y a quand même assez de détails. Si on regarde d'autres exemples ici, on voit un monsieur. Là, ce qui est particulier là-dedans, c'est que c'est un naufragé, là, quelqu'un qui était sur un bateau. Le bateau a fait naufrage. Donc, qu'on sache qu'un bateau a fait naufrage, ok, c'est correct. Qu'on ait peut-être le nom des survivants, lui, c'est un des survivants, parce qu'il y en a eu qui sont morts. Donc, ok, qu'on ait le nom des survivants, peut-être, mais ce qui est particulier, c'est qu'il avait son adresse complète, en plus. Donc, il a tout perdu, Monsieur Urgel Pelchat, du 6676 rue de Normanville à Montréal, cuisinier à bord du Fort Albany, a tout perdu, etc. Donc, encore une fois, là, c'est assez particulier de voir non seulement dans une nouvelle, ça c'est pas dans le carnet mondain, là, c'était dans un article qu'il y a eu un naufrage de bateau, et on nomme la personne et on donne son adresse en plus de son métier. Donc, un autre exemple là, que les informations qu'on croyait même à l'époque, là, si on croit que les réseaux sociaux ont tout rendu public, eh bien non. À l'époque, il y avait beaucoup de détails dans les journaux que tout le monde pouvait lire. Et d'autres exemples ici, on est dans un journal cette fois-ci de 1912, encore dans une section là, de carnet mondain. Donc un autre exemple, Monsieur Émile Gingras de Marbleton était en notre ville vendredi. Donc aussi simple que dire qu'une personne visitait, ici c'est Saint-Camille. Ou encore un autre exemple, Mademoiselle, on voit mal ici, là, mais c'est M-E-L-L-E-S, donc Mademoiselle Olivia et Armandine Savage sont en visite pour quelques jours chez Monsieur Amédée Lamelin, forgeron de Saint-Adolphe de Duel. Donc, un autre exemple, simplement de dire que deux personnes sont en visite chez quelqu'un d'autre. Et ici, Monsieur N.A.P. Point, probablement pour Napoléon. Monsieur Napoléon Lemay et son fils Damien sont partis pour Wotton aujourd'hui en auto. Donc, à l'époque, c'est quand même 1912, là. Ça ne devait pas être... les voitures étaient un peu plus rares, mais bon. Donc, en 1912, quelqu'un qui se promenait avec son fils en voiture, ça faisait le journal. Donc, je trouvais ça cocasse quand même de montrer que les gens qui postent leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux, ben ça date pas d'Internet. C'était là bien avant. Ensuite, pourquoi utiliser les réseaux sociaux et les moteurs de recherche web en généalogie? Eh bien, c'est aussi que de plus en plus de personnes sont athées. Il y a aussi que les actes paroissiaux, donc, ils vont concerner qu'une minorité de gens, et ça va être de plus en plus le cas. Et même les actes d'état civil d'union libre, partenaires multiples, ne documenteront pas tout. Ceux qui font de la généalogie au Québec, là, on le sait, là, des fois, on va aller voir des mariages récents. Tout ce qu'on peut trouver, c'est le nom des époux, alors qu'à l'époque, les registres paroissiaux nommaient, au Québec, là, nommaient les parents des deux époux, normalement. Mais dans les actes de mariage là, qui sont de l'état civil, eh bien, effectivement, nous n'avons plus le nom des parents sur ces
sur ces actes de mariage-là qui sont récents. Mais effectivement, là, de moins en moins, les gens vont se marier officiellement, que ça soit religieusement ou même en union civile officielle. Et donc, éventuellement, là, dans 5, 10, 15 ans, quand on va vouloir retrouver bâtir l'arbre généalogique des gens, là, des générations récentes, ça va être de plus en plus difficile à faire. Donc, on n'a parfois pas vraiment le choix là, d'aller sur le web, Google, tout ça, qui sont en fait les nouveaux journaux, qui sont en fait les nouveaux actes paroissiaux, parce que les gens, justement, sont de plus en plus athées et s'unissent officiellement, du moins de moins en moins. Donc, on voit ici des données de recensement au Canada de 2021. On voit nettement que la province du Québec, ici, la proportion des couples vivant en union libre, ça veut dire qu'ils sont ni mariés religieusement, ni même unis civilement, sont en union libre. Donc, 43% en 2021 des couples au Québec vivaient en union libre. Il n'y avait comme aucune trace officielle de leur mariage. On voit qu'au Canada, la moyenne était 23%, mais c'est vraiment le Québec et le Nunavut qui sont les deux principales provinces. Et un autre graphique ici, le pourcentage des personnes en couple vivant en union libre selon les tranches d'âge. On voit la ligne pointillée qui est 1981, ligne bleue 2016, bleu pâle, et 2021, la ligne foncée. Donc 2016-2021, ça se ressemble, mais entre 2021 et 1981, donc sur 40 ans, si on prend par exemple la tranche d'âge ici, là, entre 30 et 34 ans, eh bien c'était autour de 10% en 81. Mais dans les années 2021, c'est davantage autour de 40%, un petit peu moins. Et même les gens là, de 45 à 49 ans, ben c'était en dessous de 5%, là, si je me fie à l'œil. En dessous de 5% des couples de 45 à 49 ans étaient en union libre en 1981. Mais c'est quand même plus que le quart, là, toujours à vue d'œil. Autour du quart, quand même des gens entre 45 et 49 ans en 2021 qui sont en union libre. Donc, les sources traditionnelles en généalogie, donc BMS, on se rappelle baptême, mariage, sépulture, sont donc en évolution, comme je disais, et il va falloir éventuellement se tourner vers autre chose. Qui est à risque de la traque furtive? Mais en fait, n'importe quelle personne qui a plus que 10 amis, notamment sur Facebook, est à risque. Souvent, j'ai des connaissances qui disent qu'elles-mêmes ne mettent rien de public sur Facebook, ne commentent rien, tout est caché. C'est vrai, mais il faut quand même être très vigilant et très proactif surtout si on veut garder toutes ces informations privées. Parce que par défaut, les photos de profil sont publiques. On peut les modifier pour cacher les commentaires et les réactions des gens, les likes et les cœurs et ces trucs-là et les commentaires, mais il faut vraiment le faire proactivement. Sinon, par défaut, quand on met une photo de profil, en date de cette vidéo-là que je suis en train de faire, qui est 2024, eh bien, c'est public par défaut. Donc, il faut vraiment être très vigilant, très proactif pour aller adapter les configurations pour cacher volontairement les trucs. Et ce que je veux dire par n'importe quelle personne ayant plus de 10 amis, ben justement, la photo de profil qui est souvent publique ou la grande photo en haut, là, eh bien, ces photos-là, par défaut, qui sont publiques, souvent, même si soi-même, on ne voudra rien mettre de privé, ben, on risque d'avoir une tante ou un frère ou un cousin qui va venir mettre un commentaire pour dire que tu es jolie, telle personne. Et ben, si vous remerciez la personne en disant merci cousine ou merci ma tante, et voilà, vous faites partie des gens qui peuvent se faire traquer par les gens qui aiment ça faire des arbres généalogiques. Donc, c'est le genre d'information des fois que juste dire merci à une cousine ou à une tante ou à un oncle sur une photo de profil Facebook. Eh bien, ça devient du matériel public. Donc aussi, les fêtes annuelles importantes là, deviennent des sources d'informations privilégiées. Là, Noël, fête des mères ou même les vacances. Là, si jamais les gens reviennent dans la région de leur enfance et mettent un commentaire qui sont allés en vacances justement dans la ville de leur jeunesse ou peu importe, ben là, ça devient souvent un sujet de conversation qui a plein d'informations intéressantes. Donc, c'est à considérer. Ensuite, ce que les sociétés et les fédérations généalogiques disent de ça, là, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
dans son article 4.1. Ça mentionne que le généalogiste respecte la nature confidentielle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens, faisant preuve de discernement dans la communication, la publication et la diffusion de telles informations et obtenant, le cas échéant, l'autorisation des personnes concernées. Donc, il y a quand même des normes à respecter dans les codes d'éthique des fédérations. Mais évidemment, là, ici, on parle de certaines informations recueillies sur la vie privée des citoyens. À noter aussi là, qu'il est question ici là, de publication, diffusion de telles informations. Donc, ça ne mentionne pas spécifiquement la collecte, parce que quand on parle de traque furtive, là, c'est souvent pour collecter là, pour soi-même, en tout cas, là, mais pas de diffuser ou de republier ces informations-là. Donc, petite nuance ici. Il faut quand même considérer que dans la traque furtive, ben c'est ça, c'est pas nécessairement du stalking, parce que les données sont extraites de façon malveillante, en fait. C'est que c'est public soit sur les réseaux sociaux ou même carrément sur Google. Ensuite, la Fédération française de généalogie mentionne aussi des trucs sur le droit à la vie privée. Donc, je vais pas tous les lire, là, mais normalement, notamment, ils vont mentionner là, ici qu'il ne faut pas ici dévoiler sans son consentement aucune filiation biologique concernant une personne qui soit différente des informations légales ou de notoriété publique. Donc, encore une fois, là, je ne m'y connais pas du tout en loi française, mais je serais curieux de savoir ce que notoriété publique implique. Est-ce que ça implique un commentaire sur une photo de profil Facebook? Je vais pas m'avancer là-dessus, mais ça serait intéressant de savoir. S'il y en a parmi vous qui le savent, vous pouvez me mettre un commentaire. Mais encore ici, une notion de ce qui est public ou privé. Et une comparaison que je ferais là, sur qu'est-ce qui appartient à la vie privée versus ce qui est public. Une comparaison que je pourrais donner, c'est par exemple une personne qui sortirait sur la rue en robe de chambre, mais pour aller porter ses poubelles près du trottoir. Donc, à quel moment la personne, même si elle est en robe de chambre, mais qu'elle sort sur le trottoir pour aller déposer ses ordures, ben, est-ce que la personne est toujours dans sa vie privée parce qu'elle est en robe de chambre, ou dès qu'elle est sur le trottoir, elle est dans le domaine public? Ben, c'est un peu la comparaison que je ferais. Et en anglais, le Board for Certification of Genealogists, ici qui mentionne aussi là, de ne pas publier aucune information personnelle généalogique ou génétique, à moins que j'ai été informé du consentement de la personne. Donc, je vais aussi traiter les informations disponibles publiquement à propos des gens vivants avec une sensibilité particulière. Et je ne vais pas publier d'informations qui pourraient leur causer du tort. Donc ici, ça parle de personnes vivantes, effectivement. Là, c'est une autre règle que généralement, là, même les sites web comme Ancestry, DNA, vont automatiquement cacher les personnes qu'on indique dans un arbre généalogique comme étant une personne vivante. Ben, à ce moment-là, automatiquement, là, les sites de généalogie, de test ADN vont cacher à ce moment-là les informations. Donc, ça se fait automatiquement sur les grands sites là, de généalogie et de tests d'ADN. Et ici, ben justement, sur le Board for Certification of Genealogists, il mentionne là, les gens vivants. On doit cacher l'information. Donc, ça, c'est quand même une notion importante. Donc, si vous faites, vous récoltez des informations sur des correspondances ADN, eh bien, qu'elles soient vivantes ou qu'elles aient même vécu récemment, même si elles sont décédées récemment, il faut quand même cacher ces informations-là. Là. À peu près toutes les fédérations et les sociétés ont des mentions au sujet de ça. Ensuite, justement, si on continue là, dans les règles éthiques, là, à mon sens, ça c'est un peu mes lignes directrices à moi personnelles, là, mais justement de respecter l'anonymat des gens en vie et leurs parents. Donc, ne pas republier leurs photos ou commentaires. Donc, c'est une chose de faire la traque furtive, de collecter les infos pour soi. Vous le savez peut-être pas, mais il y a plein de gens, là, si il y a des gens qui font des tests ADN ou des choses comme ça, probablement qu'il y a une certaine quantité de ceux-ci qui vous ont déjà trouvé. J'ai même lu un commentaire sur un réseau social qui s'appelle Reddit, où quelqu'un en anglais avait posé la question dans le subreddit de généalogie en anglais.
la personne avait posé la question, est-ce que vous faites du stalking de vos matchs ADN? Généralement, la grande majorité des gens disaient oui. Mais c'est ça, dans mes règles éthiques à moi, là, et généralement ce qui fait un peu consensus là, parmi les gens qui ramassent ces informations-là, c'est une chose de les ramasser, mais il ne faut pas republier ces photos-là, ces commentaires-là. Et justement, pour s'assurer des bonnes configurations de vie privée, eh bien, ça c'est une capture d'écran sur Ancestry. Lorsqu'on fait un arbre, eh bien, dans la partie gauche de l'écran, il y a les 3 petits points ici, et on voit les configurations de l'arbre. Et quand on clique là-dessus, il y a 2 trucs importants à faire dans les paramètres de confidentialité d'un arbre. Donc, en premier, c'est de cocher comme quoi c'est un arbre privé. Et en plus de cocher ici, empêcher également votre arbre d'être trouvé dans l'index de recherche. C'est quand même important là, de les cocher là, le plus tôt possible pour vous arranger pour que ces 2 configurations-là soient bien faites. Et petite parenthèse, il y a une espèce de, en anglais on appelle ça un loophole. Je vais essayer de mettre le terme français de loophole par écrit dans la vidéo au montage, là, mais si dans un arbre, vous réussissez à trouver une photo de quelqu'un qui est en vie, donc même si vous indiquez que la personne est vivante, mais si vous reliez à cette personne-là une photo qui vient d'un autre arbre, ben à ce moment-là, les options de privées de la personne sont un peu entre 2 chaises, si on veut, parce qu'étant donné que vous avez lié une photo ou une image qui vient d'ailleurs, cette photo-là va continuer d'être visible. Donc, il y a comme une petite zone grise de paramétrage où est-ce qu'on dirait que Ancestry sait pas trop quoi faire quand l'arbre est indiqué comme privé, mais vous allez chercher la photo d'un autre arbre pour une même personne. À ce moment-là, il y a comme un conflit, si on veut, là, de configuration. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Je dirais dans l'idéal, si vous voulez vraiment pas que les personnes soient vues, mettez pas de photos pour les générations proches de soi, là, les 2-3 générations plus proches de soi. Donc, aussi, c'est de respecter le caractère public des infos. Donc, je parle de disponibilité existante par furetage simple. Ce que j'entends par furetage simple, c'est un peu ce que je mentionnais un peu plus tôt, là. Si on navigue sur Facebook, on est connecté à Facebook, on trouve la personne et on fait juste naviguer dans ses photos publiques de profil. Ben, moi, c'est ce que j'appelle un furetage simple. Donc, il n'y a pas d'accès illégaux à ces informations. C'est simplement en cliquant des liens. Donc, si on clique d'un lien à l'autre, on clique l'ami de quelqu'un, puis souvent même, il y a des personnes qui vont mettre leur famille. Là. Si on va dans la fiche de quelqu'un, on peut voir sa fiche familiale parfois. Là. C'est une option que Facebook a permis. Et il y a des gens qui mettent justement c'est qui leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leur cousin. Ben à ce moment-là, ça devient pour moi du furetage simple, du browsing régulier si on veut. Donc, juste de cliquer d'un lien à l'autre. À ce moment-là, pour moi, c'est ce qui est public. En autant qu'on est connecté sur Facebook et qu'on clique des liens tout à fait banals, eh bien, c'est un furetage là, standard. Donc, c'est ce que je distingue là, de pas utiliser de moyens pour contourner, d'essayer de rentrer à des endroits dont on n'aurait pas le droit, là, mais simplement en cliquant des liens là, d'une fiche de personne à l'autre, ben à ce moment-là, c'est public. Ensuite, ben, respecter les tragédies dans leur vie. Là, ce que je mets en parenthèse, c'est d'éviter le détachement émotionnel parce que souvent, généalogie, c'est un peu de résoudre un puzzle. Là. C'est un peu ça, de monter l'arbre de quelqu'un. C'est de faire un casse-tête, en fait, un puzzle. Et donc, parfois, faut quand même se retenir là, lorsqu'on réussit à trouver l'information. Ben, il y a quand même des gens derrière ça. Là, donc, on ne devrait pas être heureux de découvrir le décès de quelqu'un, là, même si c'est une date qu'on cherchait depuis longtemps. Il faut quand même se garder une réserve là, de respecter là, qu'il y avait des humains derrière ça. Donc, des fois, on peut tomber aussi sur des gens qui ont eu des mêlées judiciaires ou des choses comme ça. Ben, c'est pas des informations là, qui devraient être croustillantes et tout ça. Là. Donc, il faut quand même se garder une distance et respecter là, que c'était des gens vivants, c'est pas juste de l'information, des morceaux de casse-tête qu'on va chercher. Il y a aussi des gens, des émotions là-dedans. Donc, juste de garder un peu le sens du respect dans ce qu'on trouve. Donc, comme mot de la fin, un ancêtre commun distant, je prends la peine de mentionner distant parce qu'on parle peut-être pas là, de parents ou de grands-parents, mais disons pour un arrière-grand-parent ou un arrière-arrière-grand-oncle,
eh bien, un ancêtre commun distant n'est pas la propriété intellectuelle exclusive de quiconque. Il y a certaines personnes, des fois, quand on va mettre la photo d'un arrière-grand-parent, la personne va dire ça c'est mon arrière-grand-père. Malheureusement, l'arrière-grand-père a eu souvent plusieurs enfants, dont eux autres aussi ont eu plusieurs enfants. Et ça peut être aussi l'arrière-grand-parent de plusieurs autres personnes. Donc, à moins que la photo soit dans le domaine du copyright, qu'elle ait été prise dans les dernières décennies. Sinon, si c'est une photo qui a plus de 100 ans, malheureusement, c'est pas la photo de son arrière-grand-père, c'est la photo aussi de l'arrière-grand-père de plusieurs personnes. Donc, je mentionne ça, mais je termine en disant aussi qu'un respect s'impose pour la correspondance elle-même, y compris sa lignée. Donc, c'est une chose de monter son arbre ou d'aider un membre un ami ou de monter l'arbre de la personne, d'aller chercher les informations de ses ancêtres, donc de son pedigree. Par contre, quand on redescend justement vers les correspondances ADN, si on veut faire un arbre qui inclut aussi les lignées descendantes, à ce moment-là, effectivement, selon moi, il faut se garder quand même une certaine gêne de redescendre et de creuser dans leur famille à eux, lorsqu'on parle de leurs parents, leurs grands-parents. Mais à ce moment-là, ils ont peut-être raison là, de vouloir qu'on les respecte un peu plus et qu'on n'amasse pas plein d'informations. Donc, c'est une nuance qu'il faut apporter là, entre monter son pedigree ou le pedigree d'une personne versus redescendre vers les lignées des cousins, où est-ce qu'il y a une notion de vie privée qui devient de plus en plus évidente. Donc voilà, c'était un peu la suite d'une vidéo que j'avais déjà fait, mais j'aborde ici certains trucs que j'avais pas abordés et j'ai précisé aussi certaines choses. Donc j'espère que ça vous a pas trop fait peur pour ceux qui font pas ça. Peut-être aussi recentrer les gens sur la notion là, de justement ceux qui font de la généalogie, qui trouvent des informations. Et comme j'indiquais, historiquement, ça s'est fait aussi. Donc je crois que c'est dans la nature humaine, en fait, non seulement de vouloir s'exposer, mais c'est aussi dans la nature humaine de vouloir creuser là, dans les carnets mondains, de vouloir savoir ce que le voisin fait. Eh bien, ça date pas seulement de l'ère d'Internet. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.